Merci Catherine. Je propose, puisque nous avons une autre thématique sur l'approche chirurgicale, de réserver les questions une fois qu'on aura eu l'autre conférence. Donc ça illustre effectivement, on en a parlé souvent tous les deux, mais je crois que c'est l'occasion de le rappeler, de la même manière qu'il y a un bilan avant la radiothérapie. Je pense qu'avant la prescription de phosphodal, il faut vraiment instituer un bilan bucco-dentaire initial. Didier Gauzeran, mon cher Didier. La consultation en médecine bucco-dentaire, c'est évidemment la consultation des organes dentaires, mais c'est aussi ou surtout l'examen des muqueuses orales, afin de ne pas passer à côté de certaines lésions. Et Didier Gauzeran a choisi un titre moi m'interpelle, ne passons pas à côté de l'essentiel, évidemment, dédié dans cette thématique. Et c'est notre rôle en tant que praticien d'odontologie, lorsque nous recevons un patient en consultation, de faire un examen tout à fait poussé, voire des biopsies, tu vas nous en parler, pour ne pas passer à côté de l'essentiel. Didier, je te laisse la parole. Merci, je tiens déjà à vous remercier, Monsieur le Président, de m'avoir invité. Et c'est avec beaucoup d'honneur et d'émotion aussi, je ne m'en cache pas, de parler devant une aussi noble assemblée, dans un lieu chargé d'histoire. Alors, je vais vous présenter un certain nombre de cas cliniques, de lésions, qui doivent interpeller le praticien en fonction de leurs critères cliniques, bien entendu. Ces lésions que j'ai un peu sélectionnées, parce qu'on m'a dit tu as 20 minutes, alors j'ai des milliers de cas, donc je sélectionne des cas un peu significatifs. Et ces lésions, elles ne doivent pas être banalisées, et malheureusement, au bout de 40 ans de carrière hospitalière et libérale en clinique, je suis trop souvent rendu compte que ces lésions étaient diagnostiquées avec retard. Diagnostic retardé, ça signifie prise en charge retardée, et ça signifie perte de chance thérapeutique pour le patient. Or, certaines de ces lésions sont péjoratives, bien sûr, mais engagent le pronostic vital dans bien des cas. Alors, ces lésions, quelles sont-elles ? Eh bien, vous avez des lésions muqueuses qui vont inaugurer une pathologie systémique sous-jacente ou une pathologie dermatologique qui peut être sérieuse et encore une fois peut engager le pronostic vital. Et puis vous avez des lésions muqueuses qui sont des lésions qui peuvent se transformer en cancer, qui ont un potentiel de transformation maligne. Et j'insisterai surtout sur ces lésions-là dans mon exposé. Enfin, des lésions muqueuses qui accompagnent des maladies générales. Je pense par exemple aux lésions aftoïdes qui vont accompagner une maladie de Crohn, une rectocolite hémorragique, des lésions qui accompagnent aussi la prise de médicaments, et là la liste est extrêmement longue. Et il est certain, comme tu l'as rappelé Michel, que le praticien de médecine bucco-dentaire, le stomatologiste, l'ORL et le médecin généraliste sont en première ligne. Et malheureusement, force est de constater que les médecins généralistes ouvrent de moins en moins la cavité buccale de leurs patients, comme nous l'ont appris nos maîtres il y a maintenant 40 ans, malgré tout. Alors, je vais commencer par ce cas. Une gingivite qui m'est adressée après un diagnostic de gingivite banale lié à la plaque dentaire et avec un traitement dit parodontal qui n'a pas donné de bons résultats et même aucun résultat au bout de quelques mois. En fait, cette gingivite n'est pas du tout liée à la plaque dentaire bactérienne, au biofilm bactérien. C'est simplement une dermatose, moi je dis simplement, c'est quand même une pathologie sérieuse. C'est une maladie bulleuse, une paphiolite cicatricielle. On le voit lorsqu'avec la flèche au milieu. Hein. C'est au milieu la flèche ? Au-dessus. Ah là, d'accord. Je me perds toujours moi dans les manettes. Classique. Lorsque je décolle, après frottement de la muqueuse, j'arrive à décoller avec ma faisselle l'épithélium, ça signe la maladie bulleuse. Et ces maladies-là doivent être prises en charge assez rapidement, parce que le premier risque de ces pathologies, c'est un risque de cécité. Donc le diagnostic ne doit pas être trop tardif.
Deuxième cas, un patient qui m'est adressé avec cette gingivite hyperplasique dans le secteur mandibulaire antérieur. Alors on ne le voit pas entièrement sur la photo, mais on peut se rendre compte quand même que le parodonte partout ailleurs est totalement sain. Et au maxillaire, il était dans le même état, un bon parodonte. Et on avait juste cette hyperplasie antérieure. Alors, je n'ai pas le temps de m'étendre sur la démarche diagnostique qui aboutit au diagnostic final, mais il est certain qu'un des signes qui doit interpeller le praticien, c'est l'inadéquation entre une lésion et l'ensemble de sa cavité buccale. C'est-à-dire que lorsqu'on a une lésion qui est localisée, comme ici, au secteur mandibulaire, et que le reste du parodonte est sain, que la radiographie ne montre aucune lésion osseuse sous-jacente, on doit être interpellé et pousser plus loin. Alors, c'est l'ensemble de l'interrogatoire, etc., et de la démarche diagnostique qui va finalement me faire demander un test HIV et qui a permis de diagnostiquer un sida que le patient méconnaissait. Il ne faut pas oublier qu'actuellement, il y a des milliers de personnes en France qui sont porteuses du virus du sida et qui ne le savent pas. J'ai entendu, je crois, à la radio, on estime le chiffre à 25 000 ou 30 000 personnes. Je ne sais pas comment ils ont ce chiffre, mais en tout cas, il y a des milliers de personnes qui ne le savent pas. Cette tumeur gingivale totalement indolore, assez inflammatoire sur le versant vestibulaire, c'est-à-dire externe, et sur le côté lingual, au niveau de cette mandibule antérieure, doit interpeller aussi parce qu'il n'y a pas de signe radiologique, il n'y a pas de lésion parodontale particulière, il y a juste cette tumeur-là, et l'ensemble, encore une fois, de la démarche diagnostique et de l'interrogatoire va faire suspecter une pathologie hématologique, et ce sont les examens de laboratoire, tout simplement, numération formule sanguine, qui vont permettre de débloquer le diagnostic de myélome multiple. Là aussi, ces deux tumeurs, l'une ici, entre ces deux dents, avec une perte de point de contact, une tumeur plutôt un petit peu molle, très inflammatoire, avec un contexte très inflammatoire dans l'environnement, une tumeur molle, non douloureuse, sauf lorsqu'on y touche. Et puis, cette tumeur située au niveau de la gencive ici, il n'y a pas de perte de point de contact, rien du tout. On se demande ce qu'elle fait là. Elle est très indurée et on a ici une tumeur de type épulis, angiomateuse inflammatoire, tout à fait banale et tout à fait bénigne. Et ici, on a un carcinome épidermoïde dans une forme gingivale peu fréquente, chez un patient bien sûr alcoolotabagique. Donc c'est l'ensemble de la démarche diagnostique. Et bien entendu, toujours la biopsie, au moindre doute face à des lésions, qui va faire le diagnostic. Ça, c'est un cas assez étonnant qui m'avait été adressé il y a 2-3 ans. Un patient qui est venu donc voir son praticien pour cette dénudation. L'ensemble du parodonte, on voit ici au maxillaire supérieur, l'ensemble du parodonte est tout à fait sain. La mandibule, c'était la même chose. Et encore une fois, c'est l'inadéquation entre une lésion très importante et le reste de la cavité buccale qui est normale qui doit interpeller. Ce patient m'avait été adressé parce qu'on lui avait proposé de faire une greffe gingivale à ce niveau-là, et le parodontiste qui l'a vu s'est dit non, il y a sûrement autre chose derrière, parce qu'il y avait un petit séquestre osseux ici, entre ces deux dents. Donc il me l'a adressé, et après interrogatoire, j'ai commencé par demander une numération formule sanguine, et j'ai demandé aussi un test HIV, parce qu'on a ce genre de situation dans les pathologies liées au sida, et le test HIV est revenu négatif. Par contre, la numération formule sanguine a montré une hyperlymphocytose, les lymphocytes étaient vraiment à un stade très élevé. J'ai sur ce fait demandé un scanner qui a été fait tout de suite à l'hôpital, avec un envahissement complet du maxillaire, du sinus maxillaire droit, et une fracture pathologique du plancher sinusien, ici que l'on voit bien. Et je l'ai adressé à l'hôtel Dieu en hématologie, et finalement le diagnostic de leucémie lymphocytaire a été posé chez un homme de 35 ans. Donc on part d'une lésion tout à fait banale et on aboutit à une leucémie. Ici également, ce patient qui avait consulté pourtant des spécialistes parce que sa langue était un petit peu douloureuse, avec cette sorte de petite excroissance kératosique sur le bord de la langue, que nous appelons une leucoplasie chevelue du bord de la langue,
et qui est tout à fait spécifique de l'infection à HIV. Là encore, c'est l'interrogatoire du patient, homosexualité, avec vagabondage sexuel, si vous employez le terme, qui fait suspecter une positivité au VIH. Et cette leucoplasie du bord de langue est très très spécifique, effectivement, de l'infection au VIH, de même qu'elle est très spécifique de toute immunodépression d'une manière générale. Elle est liée au virus herpétique de type 4, qu'on appelait auparavant l'Epstein-Barr virus. Patients, les deux d'ailleurs, qui présentent des ulcérations de type aft au niveau de la lèvre supérieure, totalement indolore, avec une petite induration finement cartonnée en superficie, ce qu'on appelle une induration en carte de visite, avec une polyadénopathie inflammatoire du côté correspondant. Et il faut évidemment penser tout de suite au chancre syphilitique, en n'oubliant pas que les maladies, les IST sont en recrudescence actuellement, avec des syphilis qui augmentent, et il n'y a pas que la syphilis qui augmente en prévalence. Il ne faut pas laisser passer ça, parce que si on ne fait pas de traitement, qui est facile à faire en plus sur un chancre syphilitique, sans traitement, la lésion va guérir en 2-3 mois. Et puis tout va rentrer dans l'ordre, mais le patient est toujours contagieux. Et puis il va déclarer plusieurs mois après une syphilis secondaire, qui sera toujours très contagieuse, qu'on aura beaucoup plus de mal à traiter. Donc il ne faut pas laisser passer, ne passons pas à côté de l'essentiel encore une fois. Mais je vais m'attarder surtout sur les cancers de la cavité buccale et plus spécifiquement sur les lésions qui sont les précurseurs du cancer, car c'est là-dessus, à mon avis, qu'il faut insister. Les cancers de la sphère orale sont présentés à hauteur de 90% par les carcinomes épidermoïdes des muqueuses. Après, on a les lymphomes à 4%, mais vraiment, l'ensemble, c'est le carcinome épidermoïde des muqueuses. Et ce sont des lésions, comme je le dis toujours, qui sont visibles. On a la chance de travailler au niveau de la cavité buccale, et pas au niveau de l'œsophage, ni au niveau de l'intestin, ni de l'estomac. On a des cancers qui sont visibles. Et les lésions précancéreuses qui vont les précéder sont également visibles. Il est anormal à l'heure actuelle, alors que le pronostic des cancers, je remonte à 40 ans en arrière, quand j'étais à l'hôpital à Salpêtrière, où il y avait un très gros service de cancérologie, les pronostics n'ont pas varié à 1 ou 2% près. Ce sont toujours des pronostics qui sont très négatifs, très péjoratifs, et 70% actuellement des carcinomes sont diagnostiqués à des stades trop tardifs, des T3 ou T4. Alors T3, c'est supérieur à 4 cm dans la plus grande dimension, et T4, c'est effectivement un cancer aussi important, mais surtout qui a envahi les structures osseuses voisines, en l'occurrence maxillaire ou mandibule, en ce qui nous concerne. Il est certain qu'il est anormal de voir des gens que je vois comme ça à la première consultation, avec des lésions qui sont complètement irrécupérables. Ça, c'est un patient qu'on a perdu en 6-8 mois après la première consultation. Mais malgré tout, ce qu'il faut savoir, c'est que même ici, un petit T1, c'est-à-dire une tumeur qui est inférieure à 2 cm, n'aura que 85% de chances de survie à 5 ans. Ce n'est pas du 100%, même avec la petite T1 qui est quand même pris très à temps. Donc ce sont des diagnostics qui doivent être portés très très rapidement. Ce qu'il faut savoir, et ça c'est une notion plutôt nouvelle, avant on pensait que le cancer pouvait apparaître de novo comme ça sur une muqueuse saine, il n'en est rien. Le cancer est certainement toujours précédé par une lésion précancéreuse, d'où l'intérêt de la détection précoce de ces lésions précancéreuses qui ont un potentiel de transformation maligne plus ou moins important en fonction des facteurs de risque. Évidemment, la détection précoce aussi des cancers débutants, et c'est la recherche des critères de gravité. Et je vais me permettre de vous montrer un certain nombre de cas qui vont dans ce sens. Alors, le risque et fonction, évidemment, du type de la lésion. En général, on a affaire à des érosions, des kératoses qu'on appelle des leucoplasies, des nodules ou des ulcérations. Le risque est fonction également des caractéristiques cliniques de cette lésion et de sa localisation. Il est évident que des localisations au niveau du plancher buccal ou de la face ventrale de la langue sont beaucoup plus péjoratives qu'une localisation au niveau jugal. Ça, c'est des problèmes histologiques.
la finesse et la structure histologique du plancher buccal étant des muqueuses extrêmement fines, extrêmement perméables et fragiles, sont plus propices au développement d'un cancer. Et puis effectivement aussi, le risque est fonction des facteurs de risque. Alors les facteurs de risque, on les connaît tous. Maintenant, il y a des facteurs de risque qui sont bien avérés. Hein. C'est le tabac qui représente à peu près 90% des cas. Avec l'intoxication alcoolique, alcool-tabac, c'est la pire des situations. Mais également le cannabis, les radiations, les UV, c'est bien connu aussi. Et on parle de plus en plus maintenant des virus, notamment du HPV-16 en particulier, du 18 un petit peu moins, mais du HPV-16 en particulier. Les cancers viraux induits au niveau de la cavité buccale représentent à peu près 5% des cas. Par contre, au niveau de l'amygdale, on arrive à 18% des cas. C'est quand même assez conséquent. Et puis, il y a des facteurs de risque associés, l'inflammation chronique, notamment dans les dermatoses, dans les traumatismes, la septicité buccale qui n'arrange rien avec des risques de suraffection, les facteurs alimentaires, on en parle de plus en plus également, et puis l'âge, on vieillit, on a des risques. Il y avait un rapport qui avait été fait par nos collègues de l'Académie nationale de médecine en 2004, qui avait fait tout un rapport sur les causes de mortalité du cancer en France, et à partir de 70 ans, la plupart d'entre nous, moi y compris, sommes dans cette situation-là. Le risque de mortalité par cancer suit une courbe tout à fait exponentielle. Donc l'âge, effectivement, est un facteur de risque. Vivre est un facteur de risque, tout le monde le sait, dès le départ. Toutes ces pathologies reposent essentiellement sur deux choses. La première, c'est la biopsie. La biopsie qui doit être systématique au moindre doute. Quant au traitement, il est presque toujours chirurgical. Ici, vous avez une lésion dysplasie de la face ventrale de la langue, avec une dysplasie de haut grade, ce qu'on appelle maintenant des OIN, c'est-à-dire néoplasie intraépithéliale orale, en traduction française de l'acronyme anglais. Donc la chirurgie, enlever ce genre de lésion, donne les meilleures chances de guérison et d'éviter d'avoir la transformation en cancer. Donc ce qu'il faut retenir, évidemment, c'est la biopsie qui va permettre de faire un examen anatomopathologique, diagnostic et pronostic aussi dans la plupart des cas. Alors quelques exemples de différents types de lésions avec différents facteurs de risque. Et je vais m'attacher un petit peu aux kératoses, qu'on appelle aussi des leucoplasies, qui peuvent être liées à des irritations, qu'elles soient alcoolotabagiques, traumatiques ou actiniques. Voilà, par exemple, ici, vous avez une petite kératose homogène du voile de palais chez un fumeur de pipe, qui est tout à fait bénigne, qu'il ne faut pas laisser en place, c'est évident. C'est là où la détection chez les patients à risque, lorsqu'ils vont consulter dans un cabinet dentaire, les gens qui ont des facteurs de risque comme des alcoolotabagiques, ou pas forcément alcoolo, mais tabagiques simples, il y a encore beaucoup de gens qui fument en France, eh bien ce genre de lésion doit être détecté systématiquement par le praticien. On les enlève et on est tranquille, il n'y a pas d'évolution. Si on ne fait rien, ben, ce genre de lésion, on peut un jour les voir comme ça apparaître, avec une kératose qui est parquetée, avec des petites zones érosives, ce qu'on appelle une kératose inhomogène, à la fois kératosique et érosive. Et là, la biopsie a montré une dysplasie de bas grade. C'est-à-dire que cette lésion n'est plus bénigne, elle est précancéreuse, elle est passée du mauvais côté, et si on la laisse évoluer, on a toutes les chances d'avoir l'évolution vers un cancer. Quand, je ne peux pas vous le dire, mais on l'aura un jour ou l'autre. Ici, vous avez une kératose totalement inhomogène, kératosique, érosive par endroits, et là, attenant à cette kératose, vous avez le développement d'un carcinome épidermoïde. Alors, d'aucuns disent que la kératose accompagne le développement du cancer. La plupart d'entre nous pensons que c'est la kératose qui est initiale et que le cancer s'est développé sur cette kératose inhomogène. Et ça, ce sont vraiment des lésions qui sont hautement suspectes, hein, très très suspectes, ça aussi. Alors, personne n'est plus fort que les autres. Ce qu'il faut arriver à se dire, c'est est-elle suspecte ou n'est-elle pas suspecte? À partir du moment où elle est suspecte, on fait une biopsie. Et là, on voit.
Mais là, je ne peux pas vous dire si cette lésion elle est bénigne, si elle est précancéreuse, ou si elle est déjà cancéreuse avec un cancer micro-invasif. Ça, je ne le sais pas. Je ne le saurai qu'avec la biopsie. Donc la biopsie, c'est vraiment le geste fondamental qui permet de détecter ces lésions et de les classifier. Là encore, une lésion au niveau de la face ventrale de la langue, qui est toujours une localisation à risque, avec le plancher buccal, avec une kératose qui est plutôt homogène, mais la biopsie a montré une dysplasie de bas grade, donc déjà cette lésion est passée du mauvais côté. Là, vous avez aussi cette leucoplasie d'origine tabagique au niveau de la face ventrale de la langue chez un autre patient. Ici, on la retrouve. Et là, vous avez un carcinome épidermoïde qui s'est développé. Alors évidemment, les caractéristiques cliniques sont relativement aisées. La palpation de cette lésion-là va montrer une induration très importante qui déborde très largement la partie visible de la lésion. C'est l'iceberg, vous n'en voyez que la partie émergée, vous avez 90% de la lésion cancéreuse qui est en dessous, alors que si vous palpez cette lésion-là, elle est souple, il n'y a pas de problème. Et même au niveau de cette langue-là, la partie antérieure de la langue, face ventrale, elle est souple. Par contre, ici, on a une amélioration massive. Très surprenant aussi, une femme de 35 ans qui fumait quand même pas mal, un paquet de Marlboro par jour, qui m'a été envoyée pour cette lésion kératosique qui est plutôt homogène, plutôt, je dirais presque anodine, mais suspecte, c'est certain. Donc la biopsie a révélé une dysplasie de haut grade, c'est-à-dire une dysplasie qui va atteindre non seulement toutes les cellules de la basale, mais qui va monter sur les 2 tiers de la hauteur d'épithélium avec des mitoses importantes, des grands noyaux, etc., ce que vous connaissez bien. Donc la chirurgie va enlever toute cette lésion et permettre d'éviter. Là encore, on va éviter l'apparition d'un cancer un jour ou l'autre. C'est certain, si cette lésion n'est pas prise en compte. Donc ce que j'ai dit à cette femme, j'ai dit, vous pouvez vous remercier votre chirurgien dentiste de l'avoir détecté et d'avoir agi en conséquence et de me l'avoir envoyé. À moi ou à un autre, je ne suis pas plus fort qu'un autre. Des choses surprenantes, c'est pour ça que j'ai mis un peu dans mon résumé que vous avez peut-être lu, que même le petit serpent a du venin. Toute petite lésion chez une femme de 82 ans, qui fumait très abondamment, comme un pompier, ou comme une pompière, si on veut suivre la mode actuelle, et qui abusait aussi peut-être de la boisson, et qui avait cette petite kératose plutôt rassurante, plutôt homogène, un petit peu verruqueuse ici, mais plutôt homogène, et toute petite, elle faisait 5 mm de diamètre, donc je l'ai enlevée en totalité, pas de biopsie dans ces cas-là, on fait des IRS d'emblée, et très surprenant, j'ai affaire à un carcinome intraépithélial, qu'on appelle les carcinomes in situ, avec des mitoses anormales des grenouilles sur toute la hauteur de l'épithélium. Il ne manque qu'une chose à ce carcinome intraépithélial pour devenir invasif, c'est le franchissement de la basale. Voilà. Tant que la basale n'est pas franchie, on est relativement tranquille. Là encore, ces lésions inhomogènes, kératosiques, érosives, un petit peu verruqueuses chez un fumeur avéré et qui en plus abusait de la boisson. Voilà, ça sont des lésions à haut risque, ce sont des lésions qui sont suspectes. C'est une kératose de haut grade, c'est une dysplasie de haut grade, mais ça pourrait très bien être un cancer micro-invasif. Donc il faut les surveiller, non pas les surveiller, il faut en faire l'ablation et ensuite surveiller le patient, bien entendu. Parce que si on ne fait rien, un jour ou l'autre, on va avoir un carcinome dans une forme débutante, ici dans une forme un petit peu ulcéreuse et un peu kératosique. Là encore, c'est la clinique qui fait le diagnostic quelque part, parce que là, on a une induration qui est très très importante. Au niveau de la joue, de la commissure du côté droit, et bien encore cette kératose inhomogène, très verruqueuse ici, érosive par endroits, qui est carcinome intraépithélial chez un homme de 47 ans. Et puis, elles peuvent être origine, ces kératoses d'origine actinique. Ça, c'était un bon retraité qui vivait au Grand-Air en Bretagne. Donc la lèvre inférieure était soumise en permanence aux UV. Il y a aussi du soleil en Bretagne. Ne croyez pas les fausses idées reçues. Et il a développé cette kératose actinique précarcinomateuse, avec en particulier cette petite zone-là, que j'avais biopsiée, où on avait une dysplasie de haut grade. Donc dans ces cas-là, on fait une vermillonectomie, c'est-à-dire qu'on enlève toute la zone
dite du vermillon, la zone du rouge à lèvres, et par extension, on reprend la muqueuse qu'on va un petit peu tirer comme un drap après débridement et on va la resuture à ce niveau-là. Mais ces lésions-là, il ne faut pas les laisser, ça peut se transformer en cancer inéluctablement. Et puis vous avez aussi des kératoses qui sont d'origine traumatique, plus rares bien entendu, là sous une prothèse qui était complètement inadaptée, avec une kératose très verruqueuse, érosive par endroits. Là encore une fois, je ne sais pas ce qu'est cette lésion. Ce que je sais, c'est qu'elle est suspecte. Et à partir de là, je vais en faire une biopsie. Plutôt, comme elle n'était pas très importante, j'ai fait l'exérèse d'emblée, et finalement, c'était une lésion qui était complètement bénigne, avec toujours un contrôle radiographique pour voir au cas où il n'y a pas d'envahissement. Mais ces lésions-là, si on ne les traite pas, on peut très bien les laisser évoluer comme ça, et là, au même endroit, sur une crête dentée à la mandibule, du côté vestibulaire, au niveau du sillon gingivo-jugal, on a cette vaste ulcération, avec déjà à la radiographie une atteinte osseuse, donc c'est un T4, on a un carcinome épidermique, comme ça, avec des irritations chroniques et répétées chez une personne âgée, donc on a plusieurs facteurs de risque. Les kératoses d'origine liées aux dermatoses, des irritations chroniques, et c'est surtout le lichen plan qui nous intéresse, c'est à peu près la seule dermatose qui est susceptible de se transformer, de subir une transformation maligne. Et il est vrai que quand on a des lichens comme ça qui sont évolutifs depuis des années et des années, qui arrivent dans des états scléroatrophiques, qui arrivent dans des états verruqueux, érosifs, ça fait le lit du cancer, si vous voulez, ce genre de lésions. Alors on a beaucoup de mal à traiter les lichens, d'ailleurs on ne sait pas bien les traiter du tout, donc on fait des biopsies répétitives pour être sûr qu'un jour ou l'autre, ces lésions ne vont pas se transformer en cancer. Le lichen est un très très gros problème, et c'est des pathologies en consultation qui représentent, chez moi ou chez d'autres, à peu près entre 10 et 15% des pathologies en dermatologie buccale. Donc c'est une pathologie qu'on rencontre assez fréquemment. Il y a une très belle étude qui est sortie, vous me dites si je déborde trop, hein, vous m'arrêtez. Oui, je me dépêche alors. Il y a une très belle étude qui est sortie là, cette année en 2007, très belle étude finlandaise, sur 13 000 femmes qui avaient un lichen plan, 1500 ont développé un carcinome épidermique. Donc c'était vraiment un gros facteur de risque. Allez, je me dépêche. Voilà des formes de lichen aussi, qui ont dégénéré, et des dysplasies de haut grade. Là aussi, c'est une femme que je suis depuis un petit moment pour un lichen, c'est des gens que je vois en général 2 fois par an, et là qui avait une kératose inhomogène au niveau gingival, toute petite, et on a eu affaire à un carcinome intraépithélial. C'est parfois surprenant, de toutes petites lésions, encore une fois, même le petit serpent a du venin. Et là, c'est une femme de 70 ans, on a une transformation maligne de son lichen. Ici, on a un carcinome épidermoïde du bord de l'angle. Bon, je vais vite. On a aussi des kératoses qui sont liées aux candidoses chroniques, des kératoses qui sont d'origine infectieuse. C'est toujours le même aspect, kératose inhomogène, qu'elle soit d'origine tabagique, d'origine candidosique, d'origine traumatique. On a toujours le même aspect clinique, et cet aspect-là, il doit absolument donner lieu à une action. Alors, après biopsie, qu'elle était bénigne, on l'enlève en totalité, ça pose aucun problème, et on est tranquille. Mais vous avez même lésion, là, sur une autre joue, et là, on avait une dysplasie de haut grade. Donc, vous voyez, on a les mêmes aspects, et on n'a pas les mêmes histologies, et pas les mêmes, forcément, pronostics en fonction des cas. Et puis, ça, un jour ou l'autre, ça se transforme en cancer, si on ne fait rien du tout, sur un bord une commission labiale, et au niveau de la joue. Et puis on a les kératoses d'origine infectieuse, encore une fois virale, le HPV qui va vous donner ce genre de petites kératoses. Là encore, on ne sait pas, c'est la biopsie et l'examen d'impact qui va nous dire qu'il y a des particules virales. Après, on fait une recherche d'ADN viral et on tombe sur du HPV-16. En général, ce sont des kératoses liées à ces virus qui sont d'origine sexuelle la plupart du temps. Là, chez un jeune de 28 ans, carcinome épidermoïde important au niveau du plancher buccal et de la face ventrale de la langue, dans la région postérieure, qui est une région assez péjorative au niveau localisation. Et il a fait un carcinome épidermoïde viro-induit. Dernier cas, tout nodule palatin doit, jusqu'à preuve du contraire, être considéré comme un cancer. Ici, on a un adénopléonore, suite à la biopsie, bien entendu,
et ces lésions doivent être enlevées. Ce sont des tumeurs qui sont liées aux glandes salivaires accessoires qui sont assez importantes au niveau du palais. Là, on en voit des orifices un petit peu partout, un petit peu rouges. Parce que cet adénome pléomorphe, si on n'y fait rien, eh bien, il se transformera inéluctablement en carcinome mucoépidermoïde, qui est là, dans cet aspect un petit peu plus inquiétant, qui est la forme agressive de l'adénome pléomorphe. Ce sont des tumeurs qui ont un mauvais pronostic et qui sont, après chirurgie, très délabrants et très handicapantes pour la vie de tous les jours du patient. Et je terminerai par ce cas-là, je crois, avec des nodules qu'on trouve au niveau du plancher buccal, un nodule qui est souple. Ce qui interpelle, c'est la néovascularisation de surface, néovascularisation qui accompagne en général tout processus cancéreux. C'est pour ça d'ailleurs qu'on maintenant on incite beaucoup sur les thérapeutiques anti-angiogéniques dont on vous a parlé. Et en fait, on avait un lymphome non-Hodgkinien de type B. Là encore, ce nodule ulcéré au niveau du palais, totalement indolore, très souple, qui était finalement un lymphome. Voilà, merci pour votre attention. J'ai été un peu vite, mais j'avais tellement de choses à vous dire. J'aurais pu vous en parler pendant une journée entière. Ça ne posait aucun problème. Merci Didier pour cette belle photographie. Pierre Lafort, vous avez d'ailleurs remarqué très justement que de manière concomitante, il y avait un état bucco-dentaire, un mauvais état bucco-dentaire très souvent avec des obturations mal soignées, des dépôts d'infos. Oui. Je pense qu'il faut aussi insister, et c'est le facteur commun de tous les cas que tu as présentés, un état d'hygiène bucco-dentaire absolument défectueux et inexistant pour certains. Alors, c'est peut-être aussi là un facteur de risque qui est peut-être le premier des facteurs de risque dans toutes les pathologies de la bouche. Alors, mon maître Cernéa, je me reporte à 40 ans en arrière, à Salpêtrière. Mon maître Cernéa nous disait le cancer, c'est un tabouret qui a 3 trépieds. L'alcool, le tabac et la septicité buccale. Voilà. Alors, c'est vrai que c'est un trépied. Maintenant, dans les facteurs de risque, j'ai eu, dans 40 ans d'exercice en cancérologie, malheureusement beaucoup de cancers chez des gens qui avaient un état bucco-dentaire tout à fait sain. Enfin, donc le trépied avec le côté septicité buccale, c'est certes important, mais c'est de loin le moins important par rapport au tabac et à l'alcool, ça c'est sûr. Et maintenant au virus avec les habitudes sexuelles qui sont, on va dire, très perturbées de nos jours. Bien, merci. On a plus beaucoup de temps. Je suis désolé, on est obligé d'arrêter des questions pour passer à la dernière session. Et là, on est à l'interface là-dedans. Et donc, c'est le professeur Chloé Bertolus, qui est chirurgienne marie-faciale de Courrières, qui va revenir sur le problème de l'ostéonécrose.